L'UTMB 2023 côté amateur. Je vous propose une lecture des résultats et de ce qui s'est passé sur l'UTMB du week-end dernier 2023, mais plutôt côté amateur, loin de ce qui se passe sur les caméras et sous les feux de la rampe, avec une question centrale: comment finir l'UTMB en étant amateur? Donc là, l'objectif, c'est de passer un peu de temps à analyser ce qui s'est passé pour voir qu'est-ce qu'on peut en tirer pour maximiser ses chances en tant qu'amateur de finir l'UTMB. Alors c'est une analyse comme vous l'entendrez rarement. Pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, derrière les quelques dizaines de professionnels, et même pas forcément des dizaines de professionnels, mais d'élite, bah, il y a des centaines, et même sur le départ, il y avait plus de 2500 sur la ligne de départ, 2500 amateurs. Mais surtout, au-delà de ceux qui avaient la chance d'être sur la ligne de départ, bah, il y a aussi des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'amateurs qui rêvent de la courir, cette UTMB. Donc l'objectif ici, modestement et en toute humilité, c'est d'avoir une certaine lecture des résultats et de ce que nous disent les arrivants en ayant une autre lentille que juste regarder ce qui se passe devant et dans le top 3, voire dans le top 10. Pour en tirer des enseignements qui, j'espère, ou vous proposer des pistes de réflexion, donneront des éléments pour augmenter ses chances de le terminer, cette UTMB, et plus largement de finir ses ultras. Donc comment finir l'UTMB en étant amateur? La première chose que je vous propose, c'est ne pas abandonner. Mais une fois qu'on a dit ne pas abandonner, ça paraît trivial, bah, qu'est-ce que j'entends par là? Quand on regarde les chiffres de cette UTMB 2023, il y a 931 partants qui ne sont pas arrivés. Donc 35% des partants sur la ligne de départ ne sont pas arrivés. Sur 3 partants, il y en a un qui ne finit pas. Ça fait quand même 931 personnes. Il y a 1758 finishers et 2689 partants. Et ça, alors même que pour être sur cette ligne de départ et pour prendre ce départ, il faut avoir de l'expérience. Et de la chance, j'allais dire, de l'expérience pour avoir les points, désormais, et de la chance pour être tiré au sort. Donc ça veut dire que normalement, quand on est sur cette ligne de départ, on a déjà une grosse expérience, on a l'habitude de la montagne, on a l'habitude d'avoir terminé plusieurs courses d'ultra, parfois qui sont même plus dures que le parcours de l'UTMB, des courses longues, on sait ce que ça représente d'y participer et de les terminer. Donc on a de l'expérience, on a de la motivation. Pour beaucoup de coureurs, c'est the rendez-vous. Déjà, si on s'y est inscrit, si on a cherché les points, si on est sur la ligne de départ, c'est que bah, déjà c'est un engagement financier, un engagement en temps aussi sur l'entraînement, sur toutes les courses qu'on a dû faire avant. Et puis surtout, l'UTMB a un caractère quand même assez mythique. Une épreuve qui fêtait ses 20 ans cette année, une des premières à avoir fait connaître et à avoir développé aussi la pratique de l'ultra. Et donc, en général, quand on est sur cette ligne d'arrivée, cette ligne de départ, c'est un ultra qui a une saveur particulière, sur lequel on a beaucoup d'investissements, mais aussi une dimension un peu mythique qui fait que normalement, s'il y en a une où on n'a pas envie d'abandonner, c'est celle-là, plus que les autres. Et enfin, les conditions météo, le jour J pour cette édition 2023, elles étaient, on pourrait quasiment dire qu'elles étaient parfaites. Alors parfaites dans l'absolu, je sais pas, mais en relatif, on peut difficilement faire mieux. Pas de canicule, pas de neige, apparemment pas de grand vent ni de grand froid. Et encore une fois, on s'entend, sur les images, ça avait l'air d'être quand même bien dans le brouillard et pas forcément le plus accueillant des endroits que le Grand Col Ferré, mais quand même. Donc une fois qu'on a dit ça, malgré le fait qu'il y ait des gens expérimentés, très motivés, une météo hyper favorable, 931 personnes qui n'arrivent pas sur la ligne et qui abandonnent. Quand on analyse ces abandons, il y en a 62%, quasiment les deux tiers, qui ont lieu entre quasiment la moitié, donc Courmayeur, et le troisième quart, Champais, en termes de distance. Donc si vous abandonnez, il y a 2 chances sur 3 que votre abandon il ait lieu entre Courmayeur et Champais. Et si même on va encore plus loin, les lieux principaux d'abandon où il y a eu le plus d'abandon, c'est Courmayeur, Basseville, Champais, Basseville et Arnouvard au pied du Grand Col Ferret. Donc si on essaye de prendre encore du recul sur ces lieux principaux d'abandon, on voit qu'il y en a les trois, Courmayeur, Arnouvard et Champais, ils sont au pied d'un gros dénivelé. Après Courmayeur, boum, ça monte direct vers le refuge Berton. Arnouva, derrière, c'est le Grand Col Ferret. Et Champais, on s'avance vers une montée qui est terrible avant de redescendre sur Trien. Donc c'est au pied d'un gros dénivelé. Et puis pour 2 des 3, c'est des bases vies, Courmayeur et Champais. Donc est-ce que
on peut le garder en tête. Si on veut diminuer ses chances d'abandonner, on sait qu'il y a 2 tiers, on a 2 tiers, s'il y a un abandon qui se passe, il y a 2 chances sur 3 que ça ait lieu entre Courmayeur et Champey. Et 2, c'est dans des endroits où on est au pied d'un gros dénivelé ou dans une basse vie. Et du coup, mentalement, est-ce qu'il n'y a pas un effet qui joue de se dire, derrière moi, j'ai une grosse montée et je suis déjà entamé, du coup, j'abandonne ici. Alors qu'on s'est préparé pour la totalité de l'épreuve. C'est vraiment juste une appréciation mentale sur le moment. Et puis 2, c'est les bases vies. Et les bases vies, en fait, il fait chaud, on a à manger, on peut dormir, on a des kinés, on a de l'assistance, etc. Donc c'est confortable. Hein. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une attention particulière à y porter pour ne pas s'y endormir et ne pas se laisser happer et ne jamais en repartir. Donc soyons vigilants la lecture qu'on pourrait en avoir, c'est est-ce qu'il n'y a pas des points de vigilance à avoir quand on est au pied d'un gros dénivelé et aussi quand on est dans une basse vie vis-à-vis d'abandonner, vis-à-vis de l'abandon. Autre élément, quand on va encore plus loin dans les chiffres, on voit que si on sort de Champey, c'est-à-dire à partir du moment où on met un pied après Champey, à plus de 40 km de l'arrivée, on a 97% de chances de terminer. Sur 100 coureurs qui sont sortis de Champey, il y en a 97 qui ont passé la ligne d'arrivée et qui sont finishers. Donc en gros, est-ce que finalement, l'enjeu, c'est pas tellement d'arriver à Chamonix, avant tout, c'est de ressortir de Champey. Ça change un peu la perspective de préparation de course. D'autant que, à l'inverse, quand on est sur la ligne de départ, on a 88% de chances d'arriver à Courmayeur. Donc si on analyse les chiffres de cette année, sur 100 partants, il y en a 88 qui sont arrivés à Courmayeur. Donc on est parti de on a une chance sur 3 d'abandonner quand on est au départ. En fait, ça fait 931 personnes. En fait, si on abandonne, il y a 2 tiers de chances que ça arrive entre Courmayeur et Champey. Donc en fait, l'abandon, quand on part, il y a 9 chances sur 10 quasiment qu'on arrive à Courmayeur. Et si on sort de Champey, on a 97% de chances d'arriver. Donc en gros, ça nous permet de, quand on disait au début, ne pas abandonner, ça revient à passer ce passage de Courmayeur à Champey et sortir de Champey. Et ça, pour moi, c'est hyper intéressant parce que ça montre entre l'importance du dénivelé qui vient après, entre l'importance d'une base vie où on est au chaud et tout sur sa motivation et le risque d'abandon, où en fait on s'aperçoit que plus des 2 tiers des abandons se passent entre la mi-course et les 3/4 de la course. En fait, pourquoi ? Et pour moi, une des explications, c'est en fait, pour préparer ces épreuves-là et pour avoir plus de chances de finir son UTMB et sa course d'ultra, il faut comprendre comment son cerveau fonctionne. Et notamment, le fait que beaucoup des abandons aient lieu dans le 3e quart, ce qui fait qu'on abandonne, c'est que notre cerveau, à un moment, c'est notre gouverneur central, et là ça fait appel à Tim Noakes et beaucoup d'écrits et de littérature scientifique sur la préparation mentale et aussi sur la compréhension même physiologique de l'effort, c'est que c'est notre cerveau en fait qui dirige tout et qui contrôle et qui va recruter les cellules musculaires et qui va faire comme une équation où le résultat de cette équation c'est est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête. Et donc comprendre son cerveau, c'est comprendre que dans l'équation qu'il fait pour prendre la décision d'arrêter, en fait il va anticiper où est-ce qu'on en est dans la course. Et en gros, quand on part, il a beaucoup de références quand on part, parce qu'il sait, par expérience, des débuts de course, courir 40, 60, 80 km, en plus sur un jour aussi spécial, finalement, il y a 9 chances sur 10 qu'ils réussissent. Quand on a passé le 3e quart et que du coup, on voit qu'on se rapproche de l'arrivée et qu'on le tient, même si c'est le moment où on est le plus fatigué, il voit qu'on ne va pas se mettre en danger à faire ce dernier bout, entre guillemets, aussi dur soit-il, parce que les 3 dernières montées après Champey, il faut quand même se les farcir, et je sais de quoi je parle. Donc comprendre son cerveau. En fait, il y a beaucoup des abandons qui ne sont pas forcément dus à l'état réel dans lequel on est, mais plutôt à la perception et à l'anticipation que le cerveau fait de la suite. Et cette anticipation, elle est la plus noire, entre guillemets, pour le cerveau, entre la moitié et le 3e quart. Donc c'est comprendre son cerveau et intégrer ça à la préparation, et notamment en préparation mentale. Et puis la deuxième chose, c'est pour renforcer ses chances de ne pas abandonner, c'est peut-être préparer, si on avait une portion à préparer plus spécifiquement qu'une autre, ce serait celle entre Courmayeur et Champey, en tant qu'amateur. Donc ça veut dire, est-ce qu'on peut passer un week-end, par exemple, à aller reconnaître le terrain, physiquement, à y aller ? Si on ne peut pas, est-ce que dans notre préparation
de la course, dans la connaissance du parcours, on ne porte pas une attention particulière aux distances, à où sont les ravitaillements, au dénivelé, aux noms, etc. pour passer l'Italie dans de bonnes conditions et la Suisse aussi. Donc préparer spécifiquement cette portion. Donc à notre question première qui était comment finir l'UTMB, augmenter ses chances, ne pas abandonner, et ne pas abandonner, avec l'analyse qu'on vient d'en faire, on voit que c'est préparer spécifiquement une portion entre Courmayeur et Champey, et préparer aussi notre cerveau à du coup ne pas abandonner dans cette portion-là. Et en se disant que si on sort de Champey, c'est gagné. Quasiment, sauf gros pépin. Deuxième chose, deuxième lecture que je vous propose pour comment finir son UTMB, peut-être on voit beaucoup, et c'est normal, les élites. Et donc du coup, on suit en direct qui arrive en premier, qui arrive en deuxième, qui arrive en troisième. On les voit aussi courir. Ça m'a marqué de voir qu'ils courent à 13 à l'heure à Pratford, après la foule et après plus de 110 km dans les pattes. C'est quand même très fort. Mais si on se limite à ça, on n'est pas vraiment conscient de la réalité de la course pour les amateurs. Quand on est amateur, c'est quoi finalement un UTMB ? Et ça, c'est ce que je vous propose. Pour voir qu'est-ce que c'est réellement et comment ça se passe pour les amateurs qui le terminent. Et donc, essayer de caler ses repères d'entraînement et sa préparation, non pas sur le premier qu'on voit à la télé et qui court à 13 à l'heure à Pratford et qui finit à Chamonix à 15, 16 ou 17 à l'heure, mais plutôt la réalité des amateurs, c'est quoi un UTMB pour le gros du peloton qui n'est pas professionnel. Et quels enseignements on peut en tirer quant à sa préparation. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est sur les 1758 finishers, celui qui arrive à la moitié. Le temps médian, c'est-à-dire la personne qui finit l'UTMB et qui a autant de gens devant lui que derrière lui. C'est le 879e finisher. Et donc, j'ai essayé de regarder qui est finalement ce 879e finisher d'après les informations qui sont disponibles, notamment sur le site liveutmb.world. Et donc, ce finisher, il a mis 40h18. Il est 879e, il est suédois, il s'appelle Thomas Kvapil, il a la cinquantaine, il est entre 50 et 54 ans, d'après sa classe d'âge. Il finit 798e homme, 95e de sa catégorie, il avait le dossard 1925, et donc il a terminé en 40h, 18 minutes et 33 secondes. Il est arrivé dimanche, le dimanche matin, un peu après 10h, à Chamonix. Et donc, si on regarde un peu plus, pas le palmarès, mais ce qu'a fait Thomas Kvapil, du moins des données auxquelles j'ai pu avoir accès, auxquelles on peut avoir accès sur UTMB World, on voit que c'est apparemment seulement sa deuxième année d'ultra, avec un UTMB index à 511. Deuxième année d'ultra, donc en 2022, il avait fait, d'ailleurs ça avait l'air d'être la première année où il faisait de l'ultra, il a abandonné sur un 41 km, il a fini un 100 km à peu près plat, et il a fini 200 miles. Un qui était plutôt très roulant en Suède, du circuit UTMB, c'est là qu'il a dû choper des points, et un au Val d'Aran, du coup en Espagne, pareil en 2022. Là par contre le Val d'Aran c'est tout sauf plat, et du coup ça c'est ce qu'il a fait en 2022. En 2023, et donc c'est ça qui lui a permis de se qualifier à l'UTMB et d'avoir les points. En 2023, il a fait l'Eco-Trail de Stockholm, un 80 km pour 1200 de D+, et il a refait le Val d'Aran, mais cette fois-ci pas le 170, il est parti pour le 110, et à cause des conditions météo, ça a été arrêté au 70e kilomètre. Donc il a fait 70 km et 4000 de D+. Donc en tout et pour tout, avec un dossard cette année, Thomas Kvapil, pour préparer son UTMB, il a fait un 80 km avec 1200 de D+, et un 70 km avec 4000 de D+. Et surtout, c'est sa deuxième année d'ultra. Donc ça remet en perspective la progressivité. Et notamment tout ce qu'on entend souvent sur le fait que il faut commencer très progressivement. Et puis après, il faut faire un semi, et puis un marathon, et puis aller progresser, des fois en un temps de 10 km par an, la distance totale. Pour peut-être un jour, et encore, pas forcément arriver à 170. Là, notre Thomas Kvapil, d'après ce qu'on voit, il remet quand même pas mal en question cette idée de progressivité. La deuxième chose, c'est que Thomas, il a couru, si on regarde son temps en 40 heures pour faire 171 km, ça veut dire qu'il a été à un peu plus de 4 km/h de moyenne. 4,25, 4,3 environ. Ça, qu'est-ce que ça nous dit ?
4 km/h de moyenne, 10 000 mètres de D+. Là, c'est du coup, est-ce que l'entraînement à haute intensité, et on sait que communément, notamment pour faire une préparation qui vient notamment de l'athlétisme, on a beaucoup de conseils et beaucoup de gens qui nous disent qu'il faut faire de l'entraînement à haute intensité. Il faut faire du fractionné. Si tu veux faire de l'ultra, il faut quasiment faire du fractionné en côte, tout le temps, 2-3 fois par semaine, et ça doit être vraiment quasiment le cœur de ton entraînement. Je vous pose la question. Quand on voit que le temps médian et le coureur médian pour finir l'UTMB, donc la moyenne des amateurs, on est à 4 km/h de moyenne, est-ce que l'entraînement à haute intensité, il est vraiment pertinent? Vous savez ce que j'en pense, si vous me connaissez. Ensuite, il a le double du temps du premier, puisque Wamsley, il met un peu moins de 20 heures. Lui, il met légèrement plus de 40 heures. On va dire, grosso modo, qu'il met 2 fois plus de temps que le premier. Et du coup, ça, il y a beaucoup de coureurs, parce que les réseaux sociaux nous le permettent, où on a accès directement. On voit sur Strava, finalement, comment s'entraîne François Daen, quelle est la sortie de Jornet, où est-ce qu'elle est allé courir Wamsley, etc. Donc on voit tout ou partie de leur préparation en termes de dénivelé, de kilométrage, de vitesse, même les traces GPS. On voit aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui partagent des fois leur plan d'entraînement, leur séance bicotidienne. Mathieu Blanchard en parle beaucoup de son volume d'entraînement. Il parle aussi beaucoup de nutrition, d'alimentation pendant la course, mais aussi au quotidien, de comment parfois ils font du jeûne intermittent pour Mathieu Blanchard, qu'est-ce qu'ils mangent pendant la course de spécifique, comment est-ce qu'ils dorment, etc. Mais quand le coureur amateur, en moyenne, met le double du temps du premier, est-ce que on peut avoir la même préparation? A priori, j'aurais tendance à dire, mais je vous laisse la conclusion, que non. C'est pas qu'on fait pas le même sport, on fait le même sport, mais pas du tout pareil, pas avec les mêmes contraintes. On n'a pas, quand on est professionnel ou quand on a le temps de s'entraîner pour du quotidien, de régler son sommeil, d'adapter à la course tous les pans de sa vie, la préparation elle est forcément différente que quand on est amateur et que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a sa vie avec son métier, ses enfants, sa famille, sa vie sociale, ses impondérables, et dans lequel on doit faire rentrer l'ultra. Mais du coup, la préparation, c'est quasiment l'inverse. Ça peut pas être la même. C'est pas quand on fait sa vie autour de la course versus quand on a sa vie dans laquelle on doit faire rentrer sa course, la préparation n'est pas la même. Donc ça, c'est un autre, pour moi, une conclusion assez forte sur comment finir son UTMB. On a vu de ce que nous dit Thomas Kvapil, est-ce que la progressivité, c'est vraiment quelque chose ou est-ce que c'est un leurre? 2, est-ce que les entraînements à haute intensité, c'est important ou pas? Ou au contraire, on perd du temps et on prend le temps de se blesser? Et 3, est-ce qu'on peut avoir la même préparation et les mêmes éléments de préparation qu'un professionnel, ou du moins les regarder pour voir ce qui se passe et s'en inspirer? Pas sûr. Et enfin, dernière conclusion, j'ai regardé le premier quart des finishers, la moitié des finishers, le troisième quart des finishers, quand est-ce qu'ils arrivent? Et en fait, on se rend compte que 75% des finishers, donc 3 finishers sur 4, sur tous ceux qui passent la ligne, il y en a les 3 quarts qui la passent après 5 heures le dimanche. Donc ça veut dire qu'il faut aussi se préparer à 2 nuits. Donc quand on remet en perspective, dans son entraînement, souvent on regarde ce que font les pros, on se dit il faut que je fasse de l'entraînement à haute intensité, et très souvent comme eux. Est-ce que finalement on passe pas à côté d'une préparation où il faut s'entraîner à être résistant, à aller plutôt doucement mais à passer partout, et surtout à se préparer à résister notamment à la fatigue, parce qu'on va passer 2 nuits dehors. Et enfin sur comment finir l'UTMB, malgré tout, et parce que c'est quand même fantastique, et puis c'est la vitrine, et puis il y a quand même des enseignements des pros, comment finir son UTMB, qu'est-ce que peuvent nous dire, ou qu'est-ce qu'on peut transposer de ce qu'on voit des premiers. Et déjà, la première chose, c'est que c'est fantastique de les avoir sur la même course. Et c'est un sport qui reste quand même assez unique. On n'a pas, si on regarde le Tour de France, il y a le peloton, il y a l'étape du Tour, mais c'est c'est 15 000 personnes. Mais c'est pas la même chose que de courir en même temps et avec quasiment d'être sur la même ligne de départ, de passer aux mêmes endroits,
plus ça va et moins c'est la même heure. Je me souviens du photographe, quand je suis passé au Grand Col Ferret, il faisait grand beau, on était quasiment à la mi-journée, etc. Et le photographe, moi, on échange deux, trois mots, et il me dit, ah oui, bah vas-y, tu vas le rattraper. Le premier, alors c'était en 2016, donc c'est Ludovic Pomeray qui avait gagné, mais à l'époque, il n'était pas encore premier au Grand Col Ferret, il faisait sa remontada fantastique. Mais du coup, il m'avait dit, ah bah oui, bah les premiers ils sont partis au cœur de la nuit, j'avais froid. Et il me disait ça alors qu'on était en quasiment sous 25 ou 30 degrés en plein milieu de la journée. Donc c'est quand même fantastique de les avoir sur la même course, même si on va pas se leurrer, on les voit peu, à part au début. Là, on voit, c'est incroyable, c'est le premier Américain qui gagne la course. Il fait moins de 20 heures, c'est sa cinquième tentative. Et, euh, et franchement, mais énormément d'admiration pour ce qu'il fait et puis surtout pour la persévérance. On voit qu'il a déménagé des États-Unis pour arriver en France. Il venait plutôt de la route. C'est un coureur qui était très rapide. Dans ses 5 tentatives, il y en a 2 qu'il a abandonné. Quasiment sur chacune des tentatives, il s'est retrouvé à un moment donné sur le podium, voire en tête, voire largement en tête, avant de craquer à différents endroits pour différentes raisons. Et, euh, et je me souviens encore de l'édition 2022, l'année dernière, où on voit Wamsley qui passe premier à la foulée, avec une foulée incroyable, qui repart du ravitaillement avec une foulée, mais ouah, c'est hyper impressionnant. Et pourtant, derrière, on voyait Jornet, bah, d'ailleurs à la foulée, qui était quand même pas bien, où du coup il est même reparti du mauvais côté, il était quasiment plus lucide, même plus capable de savoir dans quelle direction aller. Et Wamsley qui après s'était effondré. Donc on voit qu'il y a eu 4 expériences de course qui étaient très diverses, où il avait fait quasiment de cette victoire à une UTMB un objectif de vie, quitte à déménager dans le Beaufortin, à avoir beaucoup de partage d'expérience avec François Den, à comprendre vraiment les spécificités de cette épreuve, alors même qu'il semblait imbattable et qu'il était le coureur qui avait le plus rapide sur un nombre d'épreuves inconnu. Et on voit que non, il y a une spécificité à 170, à ce format 170 plus 10 000 dans les Alpes. Et du coup, l'humilité qu'il a mis pour se préparer, pour se repréparer, pour désapprendre certaines choses et s'adapter à la spécificité de cette UTMB, c'est quand même, je sais pas, moi ça me rend admiratif et je trouve que c'est une leçon d'humilité que de son niveau réussir à faire ça et à se changer autant, à se remettre en question, alors même qu'il était le meilleur du monde sur beaucoup de paramètres pour spécifiquement gagner l'UTMB. Donc humilité et spécificité, je pense que ça c'est des leçons transposables aussi sur comment finir son UTMB. Comment est-ce que si le premier, alors qu'il est premier, celui qui gagne en 2023, il a abandonné 4 fois avant, qu'il a dû changer, enfin il a abandonné 2 fois avant, c'est sa cinquième tentative sur laquelle il gagne, il a dû changer même son mode de vie, où est-ce qu'il vit, son entraînement et tout, ça nous donne une leçon d'humilité et ça nous fait, peut-être, est-ce que nous aussi, il faut, en tant qu'amateur, pour préparer un UTMB, pour se changer si on l'a jamais fait ou si on n'a jamais fini un 160, avoir l'humilité d'accepter de changer, de s'ouvrir pour faire rentrer des nouveaux paramètres et se donner toutes les chances de réussir son UTMB. Et dans réussir son UTMB, pour Wamsley, ça voulait dire le gagner. Pour un amateur, ça veut dire déjà être sur la ligne de départ et ensuite prendre plaisir à le terminer et à vivre cette expérience. La deuxième chose, c'est l'importance du mental. Et quand on voit là, dans cette édition 2023, quand il est dépassé par Germain Grangier dans la montée vers Champais, il s'accroche, il reste là. Au ravitaillement, même si Grangier part devant, il panique pas, il repart différent. Et puis boum, direct derrière, tac, au train, sans faire n'importe quoi, en se maîtrisant, sans se griller, sans se cramer ou autre, même si c'est dur, hein, mais réussir à se doser, à doser et à ne pas s'effondrer quand on est rattrapé, alors qu'on vise la première place, qu'on a perdu la première place quelques heures avant, qu'on est en deuxième position et qu'on se fait rattraper et qu'on passe troisième, non, là, aucune panique, gestion de sa course, les paramètres qu'il maîtrise, il ne maîtrise pas les autres. Il ne sait pas ce que peuvent faire les autres, quelle est l'allure, comment ils se sentent. Par contre, il se maîtrise lui, sur sa propre allure, sur la gestion de ses ravitaillements, sur quand est-ce qu'il accélère, comment il se sent, etc. Et on voit dans une analyse qui a été faite la différence de temps par rapport à Jornet et par rapport au deuxième et troisième, donc à Germain Grangier et à Zach Miller, et on voit que c'est vraiment après Champais qui fait un effort incroyable et qui finit très très fort, même si c'est moins comparable par rapport à les éditions d'avant,
parce que la dernière partie du parcours, et notamment le passage avant la flégère et la tête au vent, avait été modifié. Mais on voit à quel point, et notamment quand on met en perspective de ce qu'on voit, en toute humilité, de ce qu'on voit à la caméra sur cette gestion du dépassement et le fait de repasser troisième, bah, à quel point sa réaction est différente par rapport aux autres années, et du coup l'importance du mental. Et pareil, je pense que 2022, et moi ça m'avait marqué cette édition et la bataille entre Jornet et Blanchard, où en fait on voit un Mathieu Blanchard qui revient, qui va dépasser Jornet, où on voit même après quand ils courent ensemble jusqu'à Valorcine, on a l'impression qu'il est beaucoup mieux, qu'il se sent mieux, et même avant d'arriver à Valorcine, on a l'impression qu'il se retourne un peu derrière en mode bah, je t'attends Kylian, mais je pourrais aller beaucoup plus vite quoi. Et pourtant, Jornet qui lui repart de la folie, mais complètement cramé, il a vraiment pas l'air bien du tout. Il se fait rattraper par Blanchard, et là il se parle, et on a l'impression de ce qu'il relate, qu'il est, et comment il le raconte, qu'en fait il est galvanisé par le fait que Blanchard le rattrape, qu'il se remet, on va dire, la tête à l'endroit, son instinct de compétition reprend le dessus, il reste dans l'instant présent, dans comment je me sens, il sait qu'il est moins fort de ce qu'il dit, il est moins fort notamment en descente et sur le plat, il est moins rapide, que sa seule carte c'est la montée, et surtout c'est son expérience. Et son expérience et sa gestion mentale de compétiteur, de comment est-ce que je peux gérer un gars qui a priori est plus fort que moi dans les jambes, mais sur lequel je peux finir avant lui. Et du coup c'est assez fantastique, enfin du moins c'est la lecture que j'en fais de l'édition 2022, la bataille entre Blanchard et Jornet après Valorcine, où on a un Mathieu Blanchard, on a l'impression qu'il a même verbalisé le fait que, en fait, Kylian, je peux pas passer devant toi. Euh, et il le verbalise. Et du coup, à quel point ça n'a pas une importance, et dans son mental, est-ce qu'au moment où il a dit ça, il n'a pas renoncé, entre guillemets, où c'était devenu impossible qu'il gagne, puisque même pour lui-même, il n'y croyait plus. Et à l'inverse, quand on voit un Jornet qui voilà, est piqué au vif, a la lucidité de se dire en fait il faut que je le bouscule un peu au ravitaillement à Valorcine, même si je suis apparemment moins bien, en fait il faut que je reparte devant pour direct lui mettre la pression et essayer de creuser un trou. Si j'ai une chance, c'est dans cette montée, donc il faut que je le fasse tout de suite quitte à me cramer. Et on voit que ça marche, il prend quelques mètres direct. Quelques centaines de mètres après Valorcine, et puis dans la montée, il regarde et il n'arrête pas de se retourner pour voir est-ce qu'il est suffisamment loin, parce qu'en fait, ce qu'il drive à ce moment-là, Jornet, c'est pas forcément ses propres jambes ou combien il me reste jusqu'au sommet, c'est plutôt quelle distance je peux mettre maintenant avec Blanchard pour avoir suffisamment de gras, entre guillemets, pour ne pas être attrapé dans la descente et sur la partie finale pour arriver à, à Chamonix. Donc ouais, pour moi, là, une autre des leçons des pros qui est transposable, c'est justement cette importance du mental, que ce soit dans le parcours de Walmsley au regard de toutes les éditions précédentes qu'il a fait et de celle-là, mais aussi de ce qui s'est passé en 2022-2023, et c'est quand même assez fantastique. Et enfin, après ça aussi c'est subjectif, et c'est qu'une donnée parmi tant d'autres, mais quand on regarde le top 5 de l'UTMB, euh, la moyenne d'âge c'est 37 ans. Alors certes, elle est largement tirée vers le haut par Ludovic Pommeret, et c'est encore incroyable. Ludovic Pommeret qui finit 5e de l'UTMB, il a déjà gagné en 2016, il a gagné la TDS en 2022, il a entre guillemets plus rien à prouver, et pourtant, à 48 ans, de réussir encore une fois à faire une remontada exceptionnelle, où il passe à plus de la 50e position au premier après 10-15 km de course de mémoire, et où il remonte petit à petit, et il termine à la 5e place à 48 ans. Et donc 37 ans d'âge moyen, qu'est-ce que ça nous dit aussi d'un point de vue de la longévité? Est-ce qu'il y a d'autres sports euh, où on voit un top 5 avec 37 ans de moyenne d'âge? Top 5 de ce qui se fait quasiment de mieux au niveau mondial à 37 ans. Je pose la question, j'ai pas la réponse, mais pour moi c'est assez remarquable, et ça veut dire que sur un effort comme ça, aussi long, plus de 20 heures de course pour les premiers, en fait, est-ce que c'est pas un sport où on peut durer? Quid de la longévité? Et si dans le top 5, on est comme ça, à 37 ans de moyenne d'âge, est-ce qu'il n'y a pas une pratique, où cette pratique, est-ce qu'elle est vraiment délétère pour la santé, ou est-ce qu'au contraire, elle est finalement bonne pour la santé? Alors, on s'entend bonne pour la santé, je pense que surtout pour les pros, il y a peut-être des excès où toute leur vie tourne autour de ça, mais est-ce que côté amateur, est-ce que c'est pas non plus, en quelque sorte, bon pour la santé? Et je regardais, donc de la même façon que
si on reprend ce Thomas Kvapil, le coureur médian, le finisher médian de l'UTMB qui a eu une cinquantaine d'années, j'ai regardé celui qui était au premier quartile, donc le 25%, le finisher. Pareil, il était lui dans sa quarantaine. Et puis le 75%, il était aussi dans la fin de sa quarantaine. Et puis le dernier finisher, qui lui est dans sa deuxième moitié de cinquantaine. Donc est-ce que finalement, ce sport aussi dur et exigeant, on a l'impression qu'il est parce qu'il est long, parce que c'est dur, parce qu'il y a une implication totale, physique et mentale de tous les paramètres de son être, est-ce que finalement, c'est pas une pratique euh, qui est assez bonne pour la santé, ou du moins sur laquelle on peut durer, euh, alors pas en faisant des UTMB tous les jours, hein, mais en connaissant son corps, en le respectant aussi. Est-ce que c'est pas ça, le respect de son corps, qui fait qu'on ne l'use pas, mais on va l'utiliser, le stimuler pour durer et, euh, et être capable de se maintenir en bonne santé? Ce qui m'amène à conclure, j'espère que ça vous a donné quelques éléments, ou du moins donné des pistes. Je vous en ai proposé une lecture naturellement subjective, mais j'espère être parti de la donnée et avoir posé des questions sur finalement comment est-ce qu'on peut finir l'UTMB en étant amateur, en ayant une lecture un peu différente de ce qu'on entend d'habitude sur les résultats de cette édition 2023. Parce que ce en quoi je crois fondamentalement, c'est que l'ultra est un sport, on va dire, comme un autre, c'est-à-dire pas la même chose qu'un autre sport. Chaque sport est particulier. Je pense que l'ultra, c'est pas le prolongement de l'athlétisme et du court et de la route. C'est pas 4 fois un marathon. C'est une discipline qui est à part. Et du coup, je pense et je suis intimement convaincu qu'on peut la pratiquer en étant amateur, en bonne santé et même en meilleure santé que si on ne pratiquait pas, et qu'on soit équilibré dans sa vie. C'est-à-dire que l'ultra ne devienne pas l'alpha et l'oméga de sa vie, que la course ne soit pas le cœur de sa vie, mais bien qu'on puisse être un professionnel, un parent, un ami, et en même temps faire de l'ultra en gardant son équilibre de vie. Et moi, ce qui me passionne, c'est justement c'est de chercher comment est-ce qu'on peut faire ça et comment est-ce qu'on peut l'adapter à chacun pour trouver la formule, comment faire pour être amateur, en bonne santé et avoir une pratique de l'ultra équilibrée dans laquelle on se réalise. Voilà. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu et à très vite.